Bon alors, commençons depuis le début. La peur, instinct de survie primitif, nous accompagne à chacun de nos choix. Implantée dans toute créature, elle nous contrôle, nous guide, nous protège d'un éventuel danger, d'un prédateur. Une chose est biologiquement programmée à la survie, la prolifération étant établie dans toute créature, sa mort entraînant un risque bien que mineur d'extinction de l'espèce. Dans le cas humain, nos peurs évoluent, selon notre vécu, nos expériences personnelles et notre appréhension du monde qui nous entoure. Ces visions d'horreur, de peur qui traversent nos imaginaires, nous fascinent et nous ont fascinés, à travers la peinture, la musique, la littérature, avant même que le premier kinétographe ne soit même pensé. Nous aimons avoir peur, et le cinéma en est une illustration forte. L'horreur ayant commencé à se développer au plus tôt, avec plus ou moins d'efficacité, à travers des œuvres majeures, classiques et acclamées, comme à travers les plus beaux des navets. Nous vous proposons aujourd'hui de vous laisser guider dans cet univers cinématographique bien particulier et composant une branche majeure du cinéma, le film d'angoisse. Ou horreur, appelle-le comme tu veux, ne cherchons pas midi à 14h. Essayons de comprendre comment, depuis quand et pourquoi nous avons peur, composant ainsi notre premier arc sur l'horreur. Nous n'avons pas pour prétention d'élargir votre culture cinématographique, de vous apprendre le cinéma ou d'analyser tel des Eisenstein Jr., mais de vous partager l'amour du détail, de l'interprétation et de la recherche amoureuse que compose l'analyse de séquences. Mort ou vif, humain ou batracien, nous vous accueillons. Bienvenue dans la marche. Ça fait des heures qu'on cherche. Tu crois que c'est bien ici ? Ça me paraît pas mal. Je commence ? Tu peux commencer. Certaines créatures marquent, de par leur design, leur originalité et la peur qu'elles nous procurent. Nous sommes fascinés. Le xénomorphe en est un des plus grands exemples, hybride entre l'homme et l'alien, d'une taille, d'une physionomie et d'une force qui nous dépasse. Fascinant. Le film a ouvert à un univers dense, varié et à de nombreux autres produits dérivés. Le film connut un succès phénoménal et reçut de nombreuses récompenses telles que le Saturn Award en 1979 qui récompense les meilleurs films de science-fiction et rentra en 2002 dans la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, recensant les films majeurs de l'histoire du cinéma aux côtés de Gertie le dinosaure, notre ami et copain à tous. Son succès entraîna de nombreuses reprises plus ou moins réussies. Aliens, Alien 3, des crossovers comme la licence Alien vs Predator, des jeux vidéo tels que Alien Isolation, Alien 3 sur Mega Drive, Alien vs Predator sur PC, allant jusqu'aux comics tels que les légendaires Alien contre Superman. J'aime ce bouquin. Tant d'œuvres plus ou moins réussies qui sont toutes nées d'un même point, cette histoire qui nous a tous tant marqués. Vous résumer ou même survoler toutes ces histoires dépasserait nos capacités et chacune pourrait composer à elle seule une émission. Nous allons donc, pour commencer, nous centrer sur le premier volet de cet univers titanesque. Pour vous résumer assez rapidement l'histoire du premier film. Alien, le 8e passager, nous raconte l'histoire d'un vaisseau marchand, le Nostromo, qui retourne sur sa planète d'origine, la planète Terre, après avoir effectué sa livraison. Son équipage en cryostase devait se réveiller à l'approche de leur destination, mais sont finalement réveillés bien plus tôt que prévu, sans vraiment savoir pourquoi, par l'adorable, l'amoureuse et l'affectueuse Mother. Vous saviez, un peu comme ces voyages trop longs, vous demandiez à votre petite sœur de vous réveiller quand il restait plus qu'une heure de voyage, et puis qu'au final votre mère vous réveillait pour que vous contempliez le paysage, alors qu'il restait 3 heures de route. Sauf que eux, c'est des semaines. L'équipage découvre qu'ils ont été réveillés après la réception de signal de détresse humain ou extraterrestre. Par curiosité,
Par ordre d'aider son prochain et sous les conseils appuyés de leur charmant scientifique, l'équipage se retrouve dans un immense vaisseau dont on ne connaît pas l'origine. Ils croisent une mystérieuse créature que les fans ont appelée le Space Jockey, ou le Créateur selon Prometheus. Ils y découvrent que le signal est en fait, peut-être, un avertissement. Génial. Et le Space Jockey semble avoir passé un très mauvais quart d'heure, on va pas se mentir. Ouais, ça sent pas bon, hein. S'ensuit la mythique scène du facehugger. Ah, un classique. Après cela, nous avons tous les événements joyeux et festifs que vous connaissez. Le Chestbuster, cette adorable mini-crotte qui vous perfore l'abdomen, devient rapidement le coquet, mais néanmoins nerveux, alien, plus communément appelé xénomorphe. Vous voulez des explications? Loïs, à toi. Alors moi je refuse jamais d'expliquer des choses, alors j'ai fait quelques croquis avec mes talents de dessinateur qui ne sont plus à cacher, donc que voici. Ici nous avons la maman alien, donc qui commence par vous créer cette petite chose là d'elle-même, hein. Cette chose qui ressemble à une poire, et puis après qui vous fait compte des petits trucs adorables dans le ventre que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que ça s'appelle un chestbuster, donc voilà, au début vous êtes comme ça, vous êtes heureux, on aime tous avoir un chestbuster en nous, c'est adorable ces petits trucs, et puis au final vous vous donnez la vie finalement, hein. C'est très beau. Voilà, on a cette petite créature tout aussi adorable qui finit par sortir de vous et puis en fait ça grandit très vite, hein, comme un adolescent, on ne le voit pas partir. Voilà qui part chasser ses premiers humains et puis ça donne cette petite créature qu'on voit ici, pas ça, hein, parce que sinon les films seraient beaucoup moins flippants. Mais ces petites créatures adorables qu'on aime tous, voilà, j'espère que je vous ai éclairé. Je m'en vais. Alien est un des plus connus et des meilleurs exemples de film horrifique, ayant marqué par son inventivité, mais aussi par les cris et les nuits blanches que ce dernier a pu procurer. Comme nous l'illustre très vite la chasse qui compose une grande partie du film, opposant l'équipage du Nostromo à l'alien que l'on connaît tous. Si nous avons choisi Alien comme premier épisode pour cette émission, c'est car nous avons grandi avec cet univers qui nous a fascinés et terrifiés dès notre plus jeune âge. Ces qualités horrifiques ont été maintes fois mises en avant et c'est pour cela que nous l'avons choisi, pour nous demander comment faire peur au cinéma et comment Alien y arrive-t-il avec tant de brio. Tout est étrange et irréel. Une imagerie sexuelle, sombre, brumeuse, des décors imposants par leur gigantisme, un vaisseau labyrinthe et une bande originale accompagnée d'effets sonores oppressants, tout cela participe à la mise en place d'un, comme le dirait John Carpenter, univers visuel et sonore angoissant. L'angoisse étant le préliminaire de la peur, il est nécessaire d'avoir un univers sonore et visuel angoissant pour faire un bon film d'horreur. Pour comprendre comment Ridley Scott réussit à mettre en place un univers sonore et visuel angoissant, nous allons nous intéresser à une de mes scènes favorites. Scène d'anthologie, la scène de dissécation du facehugger. Tu te crois marrant? La scène que nous allons en réalité analyser est la scène mythique, anthologique, de la bouche d'aération. La mort de Dallas, quoi. La scène de chasse à l'alien par Dallas dans les bouches d'aération, qui se trouve dans la deuxième partie du long métrage, se caractérise par les jeux de mise en scène particulièrement angoissants. Pour ce qui est de restituer l'extrait, je propose un bref diaporama des événements marquants survenus depuis l'arrivée de notre petit xénomorphe dans le Nostromo. Personne dans le Nostromo ne sait comment éliminer la vilaine bébête. Déjà parce qu'elle est sacrément coriace et parce qu'elle a le sang acide. C'est sacrément emmerdant. Alors Dallas propose un plan. Piéger la créature dans les bouches d'aération.
le faire reculer grâce à un lance-flamme jusqu'au sas d'aération pour l'envoyer faire un tour de manège dans l'espace. Tu crois que ça marcherait dans la vraie vie? Bah, je sais pas, ça a l'air coriace ce truc. Pour cela, nous avons 3 équipes. Parker et Lambert, chargés de bloquer une ouverture pour que la vilaine bébête n'ait pas l'idée de sortir par le mauvais endroit. Autre équipe, Ripley et Ash, qui se situent au sas d'aération, bien à l'abri derrière une vitre, pour propulser l'alien dans le vide intersidéral quand Dallas l'y aura poussé. La scène nous montre 2 équipes. Tout d'abord, la première équipe qui est spectatrice et qui a le pouvoir par exemple de fermer et ouvrir les sas, mais aussi qui peut prévenir Dallas d'un éventuel danger venant vers lui. L'autre équipe, donc la seconde équipe si on peut appeler ça une équipe, c'est ce pauvre Dallas qui est alone in the dark et qui lui a un rôle très important mais aussi très dangereux et qui donne tout de suite à cet extrait une forme oppressante. On voit quelque chose, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais nous sommes impuissants, comme l'équipe spectatrice. Nous voyons un personnage auquel nous nous sommes attachés mourir sous nos yeux. La première chose qui rend cette scène si angoissante est son obscurité. L'obscurité de la scène réveille un vieil instinct primitif, archaïque et enfantin de l'homme. Nous sommes naturellement conçus pour 2 choses, survivre et dormir. Mais si l'homme dort la nuit, c'est pour plusieurs raisons évidemment, mais la principale est que nous ne voyons pas les prédateurs dans l'obscurité. L'obscurité crée des zones d'incertitude que nous empressons de repérer pour réagir en conséquence, pour nous préparer. Nous sommes en alerte. Le spectateur ne pourra s'empêcher de scruter, afin d'essayer au mieux d'anticiper le danger. Plus les zones d'incertitude sont nombreuses, plus le spectateur est en incapacité d'appréhender et d'analyser l'environnement. Le danger ou le prédateur peut surgir à tout moment, de n'importe où. Étant dans l'incapacité de prévoir et d'analyser le danger, notre cerveau se met naturellement en état d'alerte, procurant de la crainte. Le spectateur sera donc plus facile à effrayer. Un exemple de très bonne séquence basée uniquement sur ce principe est une des scènes de Saw, où on y voit un personnage complètement dans l'obscurité avec comme seul moyen d'éclairage son vieil appareil photo. Dans cette séquence, le personnage de Dallas est en permanence entouré par le noir. Il est plongé dans le noir, avalé par le noir. Le cadrage souligne sa domination du noir, puisqu'il est présent dans les 4 bords du cadre. De plus, Dallas possède seulement 2 lumières, celle braquée sur lui et celle du lance-flamme. Cela dit, le lance-flamme est une source de danger pour Dallas, et les autres sources de lumière clairement identifiables sont stroboscopiques et semblent être prises de folie. Dallas ne peut alors pas même placer sa confiance dans la lumière. Par ailleurs, l'obscurité semble être une entité écrasante, impossible à faire reculer. Comme le souligne le plan que nous avons devant nous, où même le lance-flamme n'y parvient pas. L'obscurité revient toujours prendre sa place. Dallas est ici confronté à une des plus grandes peurs de l'homme, la peur du noir. Ridley Scott joue avec une autre peur élémentaire de l'homme, la claustrophobie, la peur d'être enfermé. La situation, la scène est déjà assez angoissante dans cette bouche d'aération qui réduit le personnage et ses mouvements. Le cadre souligne cet enfermement. En effet, le cadre est limité par les 4 bords de la bouche. Même la caméra est écrasée, étouffée dans cet espace. De plus Dallas avance, plus Ripley referme les ports derrière lui. Ce dernier étant alors de plus en plus enfermé, avec de moins en moins, voire aucune possibilité de fuite. Si l'enfermement nous angoisse, c'est car la peur se traduit naturellement par une réaction combat-fuite. Or, dans un espace restreint, notre fuite est impossible et nos capacités de combat sont réduites. C'est moi ou il commence à pleuvoir là? Dans cette séquence, le danger est hors champ. Il est impossible de savoir si la créature domine la situation. Cela dit, Dallas possède un léger avantage grâce au radar que possèdent Parker et Lambert. Il lui est possible de connaître la position de la créature. Le radar apparaît alors comme un avantage tactique, censé être rassurant. Le radar représente aussi un danger. Le son qu'il produit étant rattaché à la créature, ce son viendra confirmer sa présence dans l'obscurité, dans le non-vu. De manière générale, un spectateur qui ne voit pas, écoutera. Ainsi, un réalisateur suffisamment habile peut jouer avec le son et sa présence pour torturer l'imagination de son spectateur. Dallas semble avoir la supériorité du fait que la créature est vue et se dirige droit vers le piège mortel. La situation devient bien plus inquiétante à partir du moment où mystérieusement la créature disparaît du radar. Comme si elle était en capacité de jouer avec.
Cette situation d'angoisse arrive à un moment opportun. En effet, Dallas se retrouve face à une nouvelle configuration des bouches d'aération et la scénographie semble clairement le mettre en désavantage. Dallas s'apprête à descendre dans les étages inférieurs des bouches d'aération pour essayer d'aller débusquer ce vilain alien, changeant ainsi la configuration de ces dernières. Plus Dallas descend, plus il augmente les chances pour le Xeno d'attaquer. Avant sa descente, Dallas laisse 2 possibilités d'attaque à l'alien, en bas et à gauche. Le second étage est le plus dangereux. En effet, on passe de 2 possibilités d'attaque à 4, en haut, en bas, en face et derrière Dallas. C'est à ce moment précis que le radar s'arrête, comme si l'alien avait su comprendre, analyser et anticiper les erreurs commises par Dallas. Le spectateur comprend alors toute l'intelligence de l'alien. L'absence de l'alien au radar semble dire qu'il n'est plus là, sa présence sonore étant perdue. Or, Ridley Scott joue d'autant plus avec les nerfs du spectateur en rajoutant la bave de l'alien, confirmant sa présence. Il est là, mais il est impossible de savoir où. L'alien joue avec nous, avec Dallas. Dallas devient alors le chassé. Bien sûr, le radar se relance d'un moment de tension intense. Dallas, se rendant compte de sa situation, décide de réduire les possibilités d'attaque de l'alien, en descendant d'un étage, réduisant ainsi les possibilités d'attaque à 2. Ce choix, vivement conseillé par ses camarades, va être celui qui le dirigera vers sa mort. À l'instant même où Dallas touche le sol, la lumière nous dévoile l'alien en arrière de Dallas. Il avait prévu ce mouvement et joue avec. Nous ne pouvons rien y faire. Nous savons, comme les autres personnages, que Dallas est condamné. Le spectateur redoute une chose, le moment fatidique. Quand soudain... Mythique et classique, l'agression sonore et visuelle, toujours efficace. Au cinéma, on appelle ce phénomène la déacclimatisation, c'est-à-dire suggérer par le son quelque chose en hors-champ et le faire surgir soudainement dans le vu. Ridley Scott réussit, en une séquence de 3 minutes, à installer un climat d'angoisse qui entraînera la peur pure et simple quand la créature sera révélée. Faire peur au cinéma revient à comprendre ce qui nous angoisse, ce qui nous fait peur, et à s'en servir de manière efficace. Ce que Alien réussit avec brio. Ridley Scott, dans son film, joue constamment avec la progression de l'angoisse, avec des mises en scène intelligentes, et cette séquence en est un des plus grands exemples. Ridley Scott, de par son utilisation intelligente des peurs universelles de l'homme, a su inspirer de nombreux autres films d'horreur qui ont repris certains mécanismes d'Alien, notamment le plus connu de tous, la quasi-absence à l'écran de la créature. Alien avait donc parfaitement compris comment faire peur, en créant un univers angoissant qui fera appel à nos peurs les plus profondes. Le sadisme, le génie et le talent des personnes qui ont le pouvoir de faire peur. Il fait un silence de mort là, non? Bon, on y va? Et pour aller où? Toujours plus loin d'eux. Face à tout ça, dans ces temps de panique, je n'ai peur que de ceux qui ont peur. C'est du Victor Hugo, et je trouve ça sublimement vrai. Ils peuvent continuer de marcher, mais nous courons.